Chers amis téléspectateurs, merci d'être avec nous sur AfroWeb TV pour le débat de tous les samedis. Et décryptage oblige donc de donner l'opportunité aussi à la diaspora donc de donner son point de vue. Et l'émission c'est Avis de la diaspora. Merci à tous et à chacun de vous d'être avec nous. Nous recevons pour vous chez vous professeur Pini, notre second invité un peu plus chargé. Et donc aujourd'hui, professeur Pini aussi donc nous donne l'opportunité de le recevoir pour qu'il puisse nous donner également ses points de vue sur l'actualité. Alors, professeur Pini, les derniers soldats déployés en Guinée ont quitté le territoire il y a de cela quelques heures après donc l'annonce d'Emmanuel Macron du début du processus de désengagement des troupes. 1 millier de militaires restent mobilisés, et notamment donc au Tchad, mais aussi disons à Niamey. Le départ symbolise ainsi donc la fin de plus de 10 ans de lutte anti-djihadiste de la France dans cette région d'Afrique, et surtout également appelée zone des 3 frontières, où sévissent également plusieurs groupes terroristes. Et on le sait aujourd'hui, beaucoup de questions on se les pose pour voir les tenants, les aboutissants donc de ce départ de la France. Première question pour vous, est-ce que le départ de la France serait une ouverture pour les terroristes d'attaquer de nouveau, puisque la France n'est plus présente pour protéger et disons aider donc le Niger contre les djihadistes? Bon, je pense pour les terroristes n'ont pas attendu l'arrivée de la France pour attaquer le Niger. Ils ont attaqué le Niger avant. La France est arrivée justement en réponse aux attaques des terroristes. Donc nous ne pouvons pas dire que maintenant que la France est partie, que les terroristes vont attaquer davantage, ou qui vont maintenant attaquer parce qu'ils ne l'ont pas fait avant. Ce qu'on a remarqué justement, alors qu'on attendait que l'arrivée de la France puisse aider les pays du Sahel à endiguer cette plaie des terroristes, on a vu que ça a plutôt renforcé, les attaques au lieu d'y mettre fin. Au point que la France a été accusée même d'être du côté des terroristes et donc de les aider, de leur donner les moyens, les renseignements, les moyens techniques, les moyens même matériels, les moyens au sol pour qu'ils puissent attaquer, non seulement attaquer l'armée de chacun des pays, mais surtout attaquer la population parce que les terroristes, c'est vraiment des terroristes, n'attaquent pas du tout, n'attaquent pas que l'armée, leur cible, c'est la population. Ils veulent vraiment en finir avec la population. Ils attaquent, ils brûlent les villages, ils égorgent les enfants, ils saccagent, ils tuent les hommes, ils éventrent les femmes. Donc, c'est vraiment c'est des gens qui veulent terroriser la population. Or, la France qui devait, à qui on attendait cet apport important et qui aurait pu mettre fin à la terreur, à cette terreur, est resté plutôt passif, inactif. Et même son action a été plutôt une action inverse, au lieu d'être l'action pour la population, elle a plutôt été une action pour les terroristes. Donc maintenant que la France s'en va, on ne peut pas dire que les terroristes vont trouver meilleurs moyens qu'ils n'en ont eu avant. Au contraire, il va leur manquer un support important, justement, ce qui était celui de la France. Et donc, c'est ce qu'on espère maintenant, que ça va être le face à face, parce que ce qui avait manqué auparavant, que les armées des pays de Tako Gourma n'étaient pas si outillés, n'avaient pas beaucoup d'équipement pour faire face aux terroristes. Maintenant, ils en ont. Ils estiment qu'ils n'ont plus besoin de la France pour le faire. Ils vont le faire eux-mêmes, et que la France peut rentrer à s'occuper de ses affaires. Les soldats français peuvent rentrer chez eux, s'occuper de la société là-bas, de la France. Eux-mêmes vont continuer à se battre contre les terroristes et ils vont les neutraliser. En tout cas, on a déjà vu ce qui s'est passé au Mali,
où ce qu'on croyait l'imprenable Kidal a été pris. Et aujourd'hui, l'armée malienne a le dessus totalement, presque sur les terroristes. Le Burkina Faso est sur la voie. Et pourquoi le Mali n'emprunterait pas cette voie-là non plus? Non, moi je ne pense pas que le départ de Français soit préjudiciable pour l'État nigérien au point que les terroristes vont avoir le dessus. Je ne pense pas. Alors, le divorce est désormais consommé par les deux pays. Ce divorce n'aurait-il pas donc des conséquences néfastes sur la diplomatie entre le Niger et la France? Et aussi, donc, on se pose des questions quand, par exemple, la France part et il y a les États-Unis et toujours la présence des États-Unis et de l'Allemagne, surtout au Niger. Quelle analyse faites-vous, vous, en tant qu'expérimenté de cette situation? D'abord, il faut dire que c'était un faux mariage, hein, parce que le mariage n'était pas sincère. Normalement, quand on doit se marier, chacun vient avec ce qu'il a et on se met ensemble. Chacun apporte ce qu'il a. Or, la France ne venait pas là chez quelqu'un avec qui il voulait se faire vivre ensemble. La France venait en exploitant. Parce que la France a présenté le Niger comme étant le pays le plus pauvre du monde. Or, tout le monde se rend compte que c'est faux. Le Niger est parmi les pays les plus riches du monde. La France a vécu pendant tout ce temps des richesses du Niger presque gratuitement, et notamment l'uranium. Elle prenait carrément l'uranium du Niger comme c'était le sien, qu'elle allait vendre à travers le monde au prix qui lui convenait pour elle-même, et non pas pour le Niger. Donc vous voyez ce que ça pouvait être. Or, l'uranium, quand même, c'est ce que ça représente au monde. Donc, et vous prenez les richesses d'autrui que vous accaparez, vous dites que ces richesses-là sont vos richesses à vous. Donc voilà le nœud du problème. Si la France a résisté longtemps, elle ne veut pas partir à cause de ça, parce que la France trouve que les richesses du Niger lui appartiennent. Autrement dit, le Niger, c'est à elle. Le Niger n'est pas le pays des Nigériens, ou en réalité, les Nigériens n'existent pas. Les Nigériens sont des esclaves de la France, parce que leur pays est un territoire français. Voilà ce qui est. Comme ça, j'ai dit que c'était un faux mariage, parce que les prémices à la base, à la fondation de ce mariage, n'étaient pas de bons, c'était des faux prémices qui étaient établies par la France elle-même. C'est pour cela que ça ne peut pas marcher. Maintenant que la France est partie par rapport à l'autre volet de la question, notamment la présence des Allemands et des Américains, on dit toujours que les absents, ils ont tort. Si la France est partie, ben, c'est elle qui est partie, elle s'est fourvoyée, elle est partie. Il y en a d'autres qui sont là. Maintenant, le Niger va multiplier ces contacts, ces rapports. C'est le multilatéralisme qui va se mettre en place au Niger. Ça ne sera pas. Si les Allemands et les Américains croient qu'ils vont remplacer la France, ils se trompent. Le Niger va maintenant avoir de multiples accords avec d'autres pays, va se mettre en coopération avec des tas de pays. Les Allemands et les Américains seront parmi tant d'autres, ne seront pas les seuls. Donc le Niger n'a pas intérêt à les rejeter, au contraire, le Niger leur demande de rester, et elle a raison. Mais le Niger va s'ouvrir à bien d'autres, y compris dans le domaine justement de la coopération militaire. Le Niger est déjà avec la Russie. Le Niger va s'ouvrir peut-être même certainement à la Chine, avec qui il travaille déjà pas mal. Le Niger va s'ouvrir à la Corée. Le Niger va s'ouvrir à bien d'autres. Donc, il n'y a pas que l'Allemagne, il n'y a pas que les États-Unis dans le monde. Eux croyaient que j'étais les seuls dans le monde, que sans eux, le monde allait s'arrêter, se trompe.
La France pensait ça, la France est partie, le Niger est là, le monde continue à tourner. L'Allemagne ne sera pas là demain au Niger, le Niger sera là et le monde tournera. Même les États-Unis, s'ils décident de partir, ben, ils s'en iront. Le Niger restera, le monde, la Terre va continuer à tourner, la Terre va s'arrêter à cause des Américains ou des Allemands ou des Français, hein, comme ils ont toujours pensé. Eux, ils ne sont pas la Terre. Et ils sont des habitants de la Terre comme les autres. La France doit l'apprendre désormais que la France est un territoire de la planète. Ce n'est pas la planète entière. Donc, se substituer à la planète, comme ils ont toujours pensé, est un mauvais jugement. Et ce jugement leur a été préjudiciable. Alors, professeur, le Niger serait-il en train donc de se concentrer sur ses relations avec les pays de l'AES, Alliance des États du Sahel, et en ce moment pour contrecarrer donc les terroristes, et en comptant sur donc ses relations avec la Russie? Absolument, absolument. Donc, mais c'est le premier qui avait annoncé des couleurs, c'était le Mali. Vous savez que le Mali, quand il a rompu avec la France, c'était d'abord tout seul. Et ça n'a pas été simple, mais le Mali a tenu bon grâce à ses relations avec la Russie. Et après le Mali, le Burkina, du président, du capitaine Traoré, l'a rejoint. Et maintenant, c'est le Niger qui vient rejoindre tous les deux premiers. Donc maintenant, ils sont à trois, ils ont une force. Le Mali n'est plus tout seul, le Niger n'est pas tout seul, le Burkina n'est pas tout seul, ils sont trois. Ils sont trois, à trois, ils ont quand même une force. Donc déjà, c'est un territoire qui est suffisamment grand. Ils ont dans ce territoire énormément de richesses. Ils ont suffisamment de personnes dans ces trois territoires. Ils peuvent compter beaucoup maintenant sur eux-mêmes en se mettant ensemble. Et c'est ce qui se passe. Ils se mettent maintenant ensemble du point de vue de la sécurité parce qu'ils coordonnent désormais leurs actions sécuritaires contre les terroristes. Nous avons appris dernièrement que les terroristes ont été frappés au Burkina Faso, mais grâce à la coalition des trois armées en une. Donc maintenant, les trois armées en réalité sont devenues une seule armée. Ce qui leur manque, c'est seulement un commandement unique, mais je crois que ça va arriver assez vite, qu'il y aura un commandement unique qui va chapeauter toute l'action militaire, toute l'action de la sécurité dans cet espace de l'Heptacon Gourma, ce qu'on appelle aussi l'AES. Donc je crois que ça, c'est important. Et alors tous les trois aussi, je pense qu'ils vont aussi aller ensemble vers des alliances avec des pays tiers, des alliances aussi communes, pour ne pas aller chacun de son côté. Et moi, je crois que c'est ce que je souhaite, c'est ce que je vois venir également. Par exemple, tout le monde ils vont tous du côté de la Russie. Au lieu que chacun y aille avec la même Russie, pourquoi ne pas aller à trois avec une délégation unique qui irait parler au nom de tout le monde, de tous les trois, pour que la Russie puisse avoir un interlocuteur qui est valable, plutôt que d'être chacun quand on va comme ça, chacun en Russie, on va un peu en position de faiblesse. Mais s'ils vont aller tous les trois en une délégation unique, ils vont aller en force, que ce soit là-bas, ou bien en Chine, ou ailleurs, en Turquie, n'importe où. Il faudrait qu'ils parlent d'une seule voix. C'est pour cela que moi, je conseille qu'il y ait une seule diplomatie, qu'il y ait une diplomatie unique, comme il y a une force de sécurité unique, il faudrait qu'il y ait aussi une diplomatie unique vis-à-vis de tous les pays avec lesquels ils veulent entrer en relation. Ce qui importe plus la communauté africaine et surtout donc la CEDEAO, c'est la libération donc du président Mohamed Bazoum. Est-ce que ce divorce aura un impact pour permettre enfin donc cette libération, ou carrément on voit également l'approche donc du Bénin et des autres États comme le Togo aussi qui espèrent bien que le président Bazoum soit libéré. Qu'en dites-vous?
Bon, le sort du président, de l'ancien président Bazoum dépend effectivement de la justice. Maintenant, dépend plus de la justice du Niger même que des autorités de Niger, hein, du CNSP, hein, parce qu'on lui reproche pas mal de choses. Euh, donc la justice nigérienne devrait d'abord se pencher sur son cas avant toute autre considération, pour voir s'il pourrait être libéré ou non. Mais il faut d'abord qu'il réponde de ses actes devant la justice. C'est un citoyen comme un autre. S'il a commis, commis des faits répréhensibles, il doit répondre devant la justice du pays. Il faudra qu'on puisse qu'il n'y ait pas de faveur comme ça envers des gens, parce que pourquoi lui devrait-il avoir plus de faveur que tous les autres citoyens du Mali, pardon, du Niger. Donc, son sort dépendra de la justice nigérienne qui doit d'abord instruire tout ce qui lui est reproché, et lui va répondre de cela, et puis après, la justice déterminera de sa condamnation, de sa libération. Si la justice le libère, ben, à ce moment-là, il sera libéré pour aller certainement où il voudra. Mais si la justice le condamne, ben, il devra purger sa peine au Niger même. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas à la CEDEAO de venir se mêler de cette affaire-là, parce que c'est une affaire qui est interne au Niger. C'est au Niger de gérer cette affaire, et c'est à la justice nigérienne de gérer cela. La justice nigérienne va le faire. Il faudra qu'on attende que la justice gère l'affaire. La CEDEAO doit quitter sa posture des donneurs, de donneuses d'ordre, pour être une organisation qui s'occupe du peuple africain. Parce que la CEDEAO ne peut pas s'occuper que des dirigeants, des présidents, être une association comme un syndicat de présidents qui vont se défendre contre le peuple. La CEDEAO doit devenir une organisation panafricaine, une organisation qui s'occupe de la population africaine. La population africaine, elle est au Niger, elle est au Mali, elle est au Burkina, elle est au Togo, elle est au Bénin, elle est au Sénégal, elle est en Côte d'Ivoire, elle est en Gambie, elle est au Libéria, dans tous ces pays-là, en Sierra Leone. Voilà, la CEDEAO doit s'occuper de cette population-là d'abord, avant tout. Plutôt que de s'occuper que d'une seule personne, que fut-elle le président Bazoum. Même s'il est un président, s'il a été un président, il n'est pas plus important que toute la population quand même réunie. Donc la CEDEAO peut maintenant enfin tourner les yeux, tourner sa face vers la population de l'Ouest africaine, la population occidentale africaine qui a besoin de l'apport de la CEDEAO plutôt que de s'occuper que du président Bazoum, et à la justice nigérienne qui s'occupe de lui et qui s'en occupe très bien, qu'on lui fasse confiance. Merci, professeur Pinimpini. Nous sommes à la fin donc de ce numéro de notre émission Avis de la diaspora. Quel sera votre message de fin? Je souhaiterais également poser une dernière question par rapport aux incendies qui ont ravagé l'un des marchés, disons, à Guayassiri, à Lomé. Que pourra faire le gouvernement pour que ces cas ne se répètent plus, puisqu'on avait eu à surpasser des caps similaires au niveau donc de Lomé, grand marché de Lomé, grand marché de Kara, il y a de cela quelques heures, c'était donc le marché d'Agoya-Siye. Pour que cela ne se répète plus, que proposez vos gouvernements togolais? Oui, ceci m'a beaucoup attristé parce que j'ai appris, comme tout le monde, que c'est la catastrophe qui est arrivée là-bas. Et surtout que les commerçants, surtout les petits commerçants, ont tout perdu. Ça veut dire que c'est l'économie, notre économie, nous vivons de nos marchés. Beaucoup de gens, comme dans nos pays, il n'y a pas tant d'emplois que ça. Le travail se fait au marché par tout le monde vient vendre. Et vous voyez maintenant, donc la plupart des gens se retrouvent sans plus aucun revenu, et ça va être grave pour les pays. Donc je crois qu'il faudra mieux que le gouvernement puisse d'abord penser que
notre économie africaine tourne autour de nos marchés, de nos échanges interafricains, de nos échanges interétatiques. Et ces échanges se passent dans nos marchés. Nous, on vit des marchés, non pas des supermarchés à l'européenne. Nous, c'est nos marchés. Et donc, nos marchés doivent être bien construits. Il y a moyen de bien construire les marchés. C'est ça quoi le grand problème. Les marchés sont abandonnés à eux-mêmes. Tout le monde vient avec ce qu'il veut, se met où il veut. Il n'y a pas d'ordre. Il faudra que l'État du Togo puisse reconstruire des marchés. Je ne dis pas que je ne jette pas de fleurs, mais je crois quand même au niveau de Kinshasa, par exemple, il y a un marché qui a été totalement détruit par les autorités pour en reconstruire un autre qui soit un marché moderne. Parce qu'on doit construire, ces marchés doivent être ainsi, il faudra les moderniser pour donner à tout le monde qui vend un endroit propice, agréable, propre, pour pouvoir vendre. Et aussi qu'il y ait effectivement des services anti-incendie dans ces marchés. Il ne faudra pas qu'il n'y ait que des endroits où beaucoup de gens se retrouvent ainsi, soient livrés à eux-mêmes sans qu'il y ait moindre protection. Tout le monde doit être protégé, c'est le travail du gouvernement, et notamment des municipalités, de protéger la population. Souvent, les municipalités ne se voient que pour récolter des redevances, au lieu d'abord d'être là pour la sécurité, pour la propreté, pour l'hygiène, pour la bonne tenue de ces marchés. Donc moi, j'en appelle aux autorités, aussi bien municipales que gouvernementales, de prendre ce travail, de reconstruire ce marché-là qui a été détruit, de le reconstruire rapidement et puis de le reconstruire dans de meilleures normes. Alors maintenant, pour terminer, mais je vais dire comme ce que j'ai dit aussi bien, toute l'Afrique est en train de bouger. La jeunesse africaine veut vivre normalement, voudra avoir les chances qu'ont les autres jeunesses partout ailleurs, parce que partout ailleurs, les anciens ont construit le monde dans lequel les jeunes naissent et grandissent dans de bonnes conditions. Or, chez nous en Afrique, il n'y a rien qui a été construit. Les enfants, les jeunes naissent dans de mauvaises conditions, grandissent dans de mauvaises conditions et vivent dans ces conditions-là. Ils n'en veulent plus, ils veulent maintenant de bonnes conditions et demandent à tout le gouvernement partout, que ce soit au niveau de Diptako Gourma, qu'au niveau du Congo, de l'Afrique centrale, qu'au niveau de toute l'Afrique occidentale, l'Afrique entière, la jeunesse veut que le gouvernement soit d'autres qui puissent se changer, parce qu'ils le peuvent. La jeunesse trouve que le gouvernement a mauvaise image de leur propre pays. Ils ne pensent pas que ces pays leur appartiennent. Ils croient que les pays doivent être dirigés par d'autres de qui ils dépendent. Non, la jeunesse ne veut plus ça. La jeunesse ne veut plus des autorités qui dépendent des autorités étrangères pour gouverner leur propre pays. Il faut qu'ils soient des véritables dirigeants, qu'ils soient des dirigeants souverains, qui exercent leur souveraineté et qui comptent sur leur propre population. Donc, j'en appelle à une grande responsabilité de gouvernants africains et aussi une grande ouverture vis-à-vis de ce qu'on appelle l'opposition. Parce que, par exemple, au Togo, il est grand temps de libérer tous ces opposants politiques. Ils sont, je crois, une centaine ou plus qui croupissent depuis des années dans des prisons inutilement. On perd le temps et on perd des énergies, on perd de l'argent. Regardez tout ce monde-là, tous ces gens qui sont dans des... Mais c'est des gens qui peuvent apporter un plus pour que le pays puisse aller de l'avant. Vous le maintenez en prison. Quel est l'apport d'un prisonnier par rapport à la bonne marche du pays? C'est zéro. Alors, comment voulez-vous, ces gens-là qui sont des gens bien formés, vous les maintenez en prison inutilement pour que vous puissiez simplement, vous pouvez vous maintenir au pouvoir. Alors, on doit arrêter avec cela, ouvrir l'espace politique à tout le monde, surtout travailler avec tout le monde, dont je l'appelle ainsi, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Gabon, que ce soit en Guinée équatoriale, au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, en Centrafrique,
et dans l'État Liptako-Gourma, et partout ailleurs, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, surtout le Sénégal. Il est grand temps que le président Macky Sall et son régime se ressaisissent pour laisser le président Sonko libre, qu'il puisse postuler comme le demande la population. Maintenant, ça fait plus de 6 mois que l'université de Dakar est fermée parce que les jeunes gens veulent et sont derrière Sonko. Mais alors, vous fermez l'université, vous voyez ce que ça fait? Votre propre université, vous la considérez comme étant votre ennemi. L'université, ce n'est pas l'ennemi du gouvernement. Donc, je demande au gouvernement de libérer Sonko, de réouvrir l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar et d'ouvrir l'espace politique pour que le Sénégal puisse aller de l'avant et non pas vouloir ramener le Sénégal en arrière. Voilà donc les mots que je voulais, mon mot de la fin pour l'espoir et l'espérance en Afrique. Merci, professeur Pinipini. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je rappelle que nous avons reçu professeur Pinipini, consultant politique, pour ce numéro de notre émission. Vous retrouverez donc en coupure ces parties de nos émissions. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Et surtout, vous aurez beaucoup d'émissions en podcast plus maintenant. Alors, veillez donc à vous abonner très rapidement et étendre donc notre famille d'Afro Web TV. Que Dieu vous garde et bonne suite de nos programmes sur Afro Web TV. Ciao, bye.